Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on continue notre série de masterclass sur la confiscation en général, hein. Pour rappel, une première online, nous avons début septembre plutôt sur comment tout ça nous est venu d'Italie et comment l'Europe a impulsé pour que les pays se dotent d'instruments de confiscation, à peu près tous les États membres. Enfin, l'objectif, c'était celui-là. Mais nous avions quand même, avec le lieutenant-colonel Aubry du GIR de Nantes, on avait quand même des exemples concrets de ce qu'avait donné la confiscation en France. On a fait quelque chose sur l'usage social des biens confisqués la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir plus en détail quels sont les mécanismes de confiscation en France grâce à André Tarago de l'antenne donc de la Grasque de Rennes. Pour la petite histoire, je l'ai rencontré pour une première fois lors d'un colloque sur le blanchiment organisé par le lieutenant-colonel Aubry, le GIR de Nantes, ce qui montre l'importance de continuer à se voir, vraiment qu'il y ait comme ça émulation, stimulation, réseau, et qui nous permet de connaître et de faire connaître la cause. Voilà. Moi, Monsieur Tarago, je vais vous passer tout de suite la parole. Normalement, D'accord. soit votre PowerPoint en partage. Oui. Il y a des problèmes, n'hésitez pas à vous adresser par chat. Ceux qui ont des problèmes, j'essaierai de regarder régulièrement le chat. Nous avons d'autres co-organisateurs qui nous suivent dans la pièce d'à côté. Monsieur Targo, je vous donne environ 45 minutes. Je sais que vous êtes con, mais voilà, on pourra continuer encore plus dans le débat et les questions après. Je rappelle que la session est enregistrée et que jusqu'ici, alors on n'a pas fait la semaine dernière, mais que la session est enregistrée, jusqu'ici, on peut la remettre à disposition du public via YouTube, etc. Donc voilà, je voulais bien vous le signaler. Donc, D'accord. Tarago, à vous la parole. Merci. Bon, eh bien, écoutez, ben, déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier, Monsieur Risoli, pour votre démarche et votre invitation. C'est vrai qu'on s'est rencontrés donc, sur le colloque de l'Université de Nantes et votre invitation m'a beaucoup fait plaisir. Et puis, quand je vois la qualité des participants ce soir, bon, j'espère être à la hauteur de tout ce monde. Et je vais donc, tout comme Monsieur Rizzoli vous l'a dit, donc ce soir, on va particulièrement évoquer donc les mécanismes de confiscation en France. Mais avant, donc je vais me présenter rapidement. Donc bon, moi je suis donc le major André Tarago. Major, vous verrez pourquoi. Donc je suis référent enquêteur au sein de la GRASC et plus particulièrement à l'antenne à Grasque de Rennes, donc sur toute la région ouest, ce qui couvre pour nous 4 cours d'appel et 25 tribunaux judiciaires. On a Hop, changé de code voilà. ou pas Donc, en fait, ce que je vous... Oui, quelqu'un souhaite intervenir? Ok. Donc, en fait, ce que je vous propose ce soir au niveau du sommaire, c'est on va déjà voir ce qu'est la GRASC. Donc, connaître ce partenaire privilégié qui est aujourd'hui, je dirais, la pierre angulaire en fait de tout le système. Deux, déployer une stratégie patrimoniale. Pourquoi? On va également se sensibiliser à la coopération pénale internationale en matière de saisie, très important. Imprimé quoi? Et puis enfin, on va donc parler de la dynamisation des biens saisis. Et puis je vous présenterai quelques projets. Donc la GRASC, donc c'est effectivement un partenaire privilégié hein, qui est aujourd'hui reconnu dans tout notre paysage judiciaire. Donc la GRASC, ça veut dire l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. C'est une agence qui a été créée par la loi du 9 juillet 2010. Ça a été une révolution, cette loi, parce qu'auparavant, on n'avait pas réellement de mécanisme d'exécution, en fait, des biens qui étaient confisqués. Donc des avoirs criminels, hein. Quand je parle des biens confisqués, bien évidemment, on évoque les avoirs criminels. Donc, en fait, on doit cette loi à Monsieur Warsmann, donc Monsieur Jean-Luc Warsmann, donc député hein, en France, et qui, depuis, je dirais, bien avant les années 2000, a déjà commencé à travailler sur beaucoup de sujets comme
la criminalité organisée, la lutte contre le trafic de stupéfiants, et qui petit à petit a amené à cette loi qui est aujourd'hui le socle de tout notre système, la loi du 9 juillet 2010, donc que nous appelons dans notre jargon la loi Warsmann. Donc ça a été pour nous une modernisation très importante du droit des saisies et des confiscations. Donc très bien, la loi existe, elle est là, mais il a fallu que, entre guillemets, la sauce prenne. C'est-à-dire que en France, jusqu'à cette période-là, on s'y est quand même mis assez tardivement par rapport à d'autres pays. Nous, en fait, les enquêteurs, les magistrats, étions plus aguerris à réunir les preuves, rechercher les auteurs, incarcérer les gens. Voilà. Et c'est vrai que les saisies à but confiscatoire, les richesses que les délinquants avaient pu engendrer, on s'y intéressait finalement peu. Alors, pas parce qu'on ne voulait pas, mais plutôt par méconnaissance et aussi par absence de textes solides. Donc la loi du 9 juillet 2010 est vraiment venue combler ce vide. Donc ça a permis, si vous voulez, d'instaurer une véritable saisie pénale distincte. Alors c'est ce que j'écris des procédures civiles d'exécution. Pourquoi? Parce que avant la loi du 9 juillet 2010, lorsque par exemple on confisquait un compte bancaire, un bien immeuble, eh bien le bien était confisqué. Je rappelle que l'Agrasc n'existait pas. Hein, l'Agrasc, elle a été créée par cette loi du 9 juillet 2010. Donc en fait, la gestion et l'exécution étaient confiées aux juridictions et eh bien, pour se débarrasser, entre guillemets, d'un bien immeuble confisqué, il fallait passer par les procédures civiles d'exécution. Autant vous dire que là, les procédures civiles d'exécution sont un vaste sujet. Donc, c'était compliqué. Et dernièrement, on a eu donc la loi du 24 juin 2024 que M. Risoli évoquait en propos introductifs, notamment avec la confiscation obligatoire de l'instrument et du produit de l'infraction, qui pour nous a été l'un des événements majeurs hein, de cette loi. Et donc, on voit au travers de ces différentes lois que depuis la loi du 9 juillet 2010, on a une réelle matière évolutive en matière de saisie confiscatoire. Nous, on a pour habitude de dire, quand on fait nos formations auprès des magistrats et des enquêteurs, qu'en France, la peine de confiscation est une peine complémentaire. Chez nous, ce n'est pas une peine principale. La peine de confiscation reste une peine complémentaire. Cependant, elle est vécue comme étant une réelle peine principale. Donc, elle fait mal, hein, comme on dit, quand on touche au portefeuille, c'est ce qui fait le plus mal. Et d'ailleurs, ce qui démontre, je dirais, le succès, hein, si je puis dire ça ainsi, de ce dispositif, c'est que la très très grande majorité des appels ne va pas être fait sur les peines d'emprisonnement, mais bel et bien sur les peines de confiscation. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'agence? Donc, quand on parle de la grâce, que souvent, nous, on parle de l'agence, donc l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Alors, en France, parce que bon, j'ai eu la chance récemment d'assister à un colloque au niveau européen et qui rassemblait, je dirais, les agrasques euh, des Balkans principalement et une partie des agrasques européennes, dont l'Angleterre, la Belgique, ce qui était très, très intéressant. Donc, on s'aperçoit que globalement, on a à peu près tous les mêmes missions, mais on a des organisations qui sont différentes. Alors, en France, l'Agrasc, c'est un établissement public administratif. Donc, ça veut dire que en tant qu'établissement public administratif, nous sommes sous la tutelle d'un ministère. En l'occurrence, nous sommes sous la tutelle de deux ministères, donc le ministère de la Justice et le ministère des Comptes publics. Donc, nous avons un conseil d'administration, étant donné que nous sommes un établissement public administratif. Ce conseil d'administration est présidé par un magistrat. L'établissement est dirigé également par un magistrat de l'ordre judiciaire qui est nommé par le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice. Actuellement, l'agence compte 86 agents en 2024. Je rappelle que lorsque l'agence
a été créée par la loi du 9 juillet 2010, donc la loi Warsmann. Avant que l'agence soit effective en réalité, il a fallu attendre 2011 et ils ont commencé à 9 agents. Donc c'est dire la progression qu'il y a eu. Parmi ces 86 agents, nous avons donc, en fait, nous sommes en interministérialité, ce qui est très intéressant parce que bah, justement, nous arrivons tous d'horizons différents. Donc, nous avons des magistrats, ministère de la Justice, des directeurs de services de greffe, ministère de la Justice, des greffiers. Nous avons donc des officiers de police, des gendarmes. Je viens de la gendarmerie en ce qui me concerne. Nous avons également des membres des douanes, donc on mélange ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie. Nous avons des agents de la direction des finances publiques et nous avons des contractuels. Alors, autant vous dire que c'est très très bien parce que chacun conserve l'accès à ces différents fichiers. Alors, moi au fichier police, les magistrats à leur fichier justice, la DFIP à leur fichier. Et donc, ça permet de croiser des informations et ce qui peut être très utile, quand bien même aucun d'entre nous sommes des enquêteurs. Alors moi, je viens d'un service d'enquête, hein, j'ai commencé, alors comme je dis, je suis tombé dans les avoirs criminels depuis 2011 et ça ne m'a plus quitté depuis parce que ben, j'ai trouvé la matière tellement efficace et surtout tellement intéressante que je suis resté. Je me suis spécialisé. Tout à l'heure, Monsieur Risoli parlait pour beaucoup d'entre vous d'auto-formation. Alors nous, nous avons des formations en interne, mais nous avons également beaucoup d'auto-formation grâce à énormément d'ouvrages. Quand on est curieux, on y découvre un tas de choses et puis après arrive la pratique. Cette interministérialité est très importante parce que comme nous arrivons tous d'horizons différents et surtout de terrain, c'est-à-dire que nous avons tous connu les avoirs criminels, c'est-à-dire la détection, la saisie, l'identification et la confiscation sur le terrain, donc on sait de quoi on parle. Voilà. Quand on nous sollicite, nous la Grasque, on sait de quoi on parle et si l'un d'entre nous ne sait pas, on sait aussi que l'on peut compter les uns sur les autres. Et ensuite, toujours dans le cadre de l'organisation, nous avons une répartition en départements. Donc, c'est des spécialités. Les antennes étant un peu à part, je vais vous expliquer après. Donc, déjà, donc, nous avons la direction générale et le service général. Nous avons un département juridique qui traite principalement de l'international, mais également des indemnisations et des restitutions. Nous avons un département immobilier, donc voilà, tout ce qui est saisie et confiscation des biens immeubles. Un département mobilier. Alors là, le département mobilier, très intéressant aussi dans le cadre, on le verra tout à l'heure, on va y revenir, de la dynamisation des scellés. Donc beaucoup de ventes avant jugement, de ventes après jugement. 8 antennes régionales. Alors, les antennes régionales, elles, ont été créées depuis 2021 et c'est venu quand même bouleverser notre organisation. Nous verrons pourquoi. Et nous avons une agence comptable, très important, l'agence comptable, vu que nous sommes un établissement public administratif, nous avons des comptes à rendre au centime près. Et nous reversons surtout de l'argent, donc au budget général de l'État, mais également en France, nous avons un système de fonds de concours. Donc tout ce qui va être confisqué dans le cadre d'affaires liées au trafic de stupéfiants, ben, ça partira au fonds de concours stupéfiants, argent qui sera réinvesti pour la lutte contre le trafic de drogue. Nous avons un fonds de concours proxénétisme pour lutter contre ce fléau également. Et pour le moment, c'est tout, sachant il sera peut-être d'actualité de mettre en place un fonds de concours Crimorg, mais bon, pour le moment, c'est qu'une idée. Alors, les missions de la GRASC, principalement, bah, c'est de l'assistance aux magistrats et aux enquêteurs. Pour ma part, 70% de mon activité, c'est ça. Donc, on va me contacter pour des projets de saisie, travailler sur, comment dire, de la consolidation juridique de projets de saisie à but confiscatoire. On va également avoir une bonne part de nos missions qui sont de la formation, donc toujours à destination des enquêteurs, des magistrats, mais aussi de partenaires extérieurs. Et donc, en fait, c'est cet article 706-161 du Code de procédure pénale qui nous donne ces missions. Alors nous, c'est très simple, on ne va jamais, comment dire, influencer sur la confiscation d'un bien. Les juges restent totalement libres de leurs décisions. En revanche, nous, on va sécuriser juridiquement
des projets. Parce que, comme vous le savez, hein, quand je vois le panel des participants ce soir et vos spécialités, les avoirs criminels sont une matière très technique. Donc, étant une matière technique, ben, pour beaucoup de questions, on va nous solliciter pour dire est-ce que ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, que pensez-vous, est-ce que c'est proportionnel, pas proportionnel, voilà. Ensuite, ben, nous, on va intervenir sur la gestion des biens saisis dès la phase saisie et confisqués sur l'ensemble du territoire national, outre-mer compris. On va également, pardon, exécuter les confiscations, très important. C'est ce qui manquait hein, avant la loi Warsmann. On s'est retrouvé, quand la Grasc a été créée, à apurer des biens qui étaient confisqués depuis longtemps et personne n'y avait touché, hein, et notamment des biens immeubles, des comptes bancaires, du numéraire qui continuait à dormir dans les caisses de la direction des finances publiques. Donc tout ça, ben, c'était le but, c'était de l'exécuter le plus efficacement possible. Mission très intéressante de la l'AGRASC également, l'indemnisation des parties civiles. Alors, on a cette possibilité, c'est une noble mission qui nous a été confiée par l'article 706-164 du Code de procédure pénale. En gros, nous, on va pouvoir indemniser des personnes lésées, donc qui se sont constituées parties civiles et à qui ont été accordés des dommages et intérêts, mais à la seule condition que nous ayons eu à gérer et à vendre des biens qui ont été saisis préalablement ou postérieurement donc soit à l'enquête, au cours de l'enquête, ou soit au cours du jugement. Si nous n'avons pas pu créer une assiette de biens confisqués, donc par le biais du produit des ventes, on ne pourra pas indemniser les parties civiles. Bon, de ce fait, il y a d'autres mécanismes qu'on appelle en France, il y a le SARVI, il y a la CIVI, mais il faut savoir que les parties civiles peuvent se rapprocher de nous et on peut les indemniser. Donc c'est pour ça qu'il est très, très, très important pour les magistrats de dynamiser les scellés afin de créer ce qu'on appelle des assiettes d'indemnisation. Ce qu'a permis la nouvelle loi Warsmann, c'est d'allonger le délai au cours duquel une partie civile peut se rapprocher de nous. C'est passé de 2 à 6 mois. Donc c'est quand même intéressant. Je pense que peut-être ça passera à 1 an sur une prochaine loi. En tout cas, c'est une noble mission. Alors, on a également pas mal de coopération internationale. Alors, oui, 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 tout à fait. La délinquance, c'est pas d'aujourd'hui, hein. La délinquance s'exporte et plutôt bien, notamment avec les nouveaux outils qui existent et notamment les néobanques et toutes les facilités qui sont accordées aujourd'hui à la criminalité organisée pour justement faire de l'évasion fiscale, de l'évasion du produit du crime, etc. Donc, on a plutôt une coopération internationale qui fonctionne bien. On l'évoquera un peu plus loin dans l'exposé. Et c'est un réel suivi hein, que nous faisons. Et nous avons de réels experts, notamment au département juridique, au siège à Paris. J'ai la chance pour ma part de maîtriser ce qui est européen et je travaille également au quotidien avec une collègue issue, elle, d'une GIRS. Donc, c'est une juridiction interrégionale spécialisée, magistrate, juge d'instruction, qui, elle, maîtrise également l'aspect international, en plus, au-delà de l'Europe. Donc, c'est intéressant. Et donc enfin, nous avons une représentation de la Grasc à l'étranger. Donc c'est également une mission. Récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la France, donc elle a la présidence du réseau Carine et nous avons donc eu l'honneur d'accueillir beaucoup de participants sur Paris. Donc c'était la semaine dernière. Alors, à mon grand regret, je n'ai pas pu y participer à cause des intempéries. Voilà, on a eu un épisode neigeux, les trains étaient arrêtés, je devais y participer. Bon, quoi qu'il en soit, j'avais eu la chance également de rencontrer des participants de ce réseau lors donc, du colloque BAMIN dans les Balkans. Et c'est un réseau très intéressant, le réseau Carine. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Voilà. Alors, quand on parle de stratégie de saisie à but confiscatoire, hein. Donc aujourd'hui, on fait bien les deux. Là, je veux dire, la Grasc, comme vous avez pu le constater, existe depuis 15 ans. Le dispositif des avoirs criminels existe depuis une quinzaine d'années bientôt. C'est à la fois jeune et à la fois on commence à inculquer et surtout à constater
l'habitude que prennent aussi bien les magistrats que les enquêteurs à déployer une stratégie patrimoniale parce que on ne va pas pouvoir faire de la saisie à but confiscatoire sans savoir où on va, hein. Donc, nous, ce qu'on conseille aux enquêteurs comme aux magistrats, c'est d'entamer, en fait, l'enquête de patrimoine, pour faire simple, c'est une enquête dans l'enquête. Voilà. On préconise de la faire le plus tôt possible, ne pas attendre le dernier moment pour faire ce qu'on appelle une photographie du patrimoine du délinquant, de sa famille, de ses amis, ce qui permettra, peut-être qu'on n'utilisera pas cette enquête parce que bon, ben, finalement, il y aura soit pas grand-chose à prendre ou on ne pourra pas le prendre, mais en tout cas, on l'aura à notre disposition et ça permettra justement de voir éventuellement là où on va pouvoir aller saisir et confisquer des avoirs criminels. Donc, le triple objectif des saisies, il est simple. C'est déjà, un, d'éviter, ça peut paraître évident, mais c'est d'éviter que le mis en cause bénéficie du produit de son infraction. Il n'y a rien de plus frustrant et de plus injuste qu'une personne qui pourtant a payé sa dette à la société, par l'emprisonnement par exemple, sorte et soit riche parce que derrière, il a travaillé, entre guillemets, dans une entreprise criminelle, il a engrangé de l'argent et il le retrouve en sortie de prison et il se pavane avec ses richesses. Donc, avant tout, c'est ça, éviter que le mis en cause puisse bénéficier du produit du crime. Assurer également une visibilité de la sanction pénale vis-à-vis des victimes. Mais tout à l'heure, M. Risoli l'évoquait en parlant de M. Faure sur les articles sur l'affectation sociale. On en parlera, mais quelque chose de très important, ça donne une visibilité également, non seulement qu'on a confisqué les avoirs criminels du délinquant, mais aussi qu'on en fasse profiter la société. Et nous, donc, troisième volet, qu'on puisse indemniser les parties civiles qui, quand elles prennent contact avec nous, nous disent, ben voilà, il y a des biens qui ont été confisqués, vous les avez en gestion, une maison, une assurance vie, compte bancaire, que sais-je. On aimerait avoir donc notre indemnisation sur le produit de ces ventes. Voilà, on exécute donc. Alors, on est obligé de faire de la sémantique parce que, comme je vous le disais, nous, en France, on est quand même sur une matière qui est relativement jeune. Donc, pour ça, on doit bien toujours rappeler, tant aux enquêteurs qu'aux magistrats, de moins en moins, hein, cependant, hein, mais de dire que, attention, là, on a deux stratégies aujourd'hui. D'un côté, on a les saisies à but probatoire. Alors là, on sait faire, hein, il n'y a pas de souci recueillir les preuves, confondre les auteurs, pas de problème. Mais on a une grosse partie, un gros pan de saisie à but confiscatoire. Donc on parle bien de deux choses qui sont totalement différentes. La saisie à but confiscatoire, elle est quasiment systématique parce que si je voulais risquer un ratio, 80% des affaires sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles les enquêteurs travaillent, les magistrats travaillent, ce sont des affaires à but lucratif. Voilà. Trafic en tout genre, escroquerie, vol, j'en passe et des meilleurs. C'est la plupart des affaires sur lesquelles nous travaillons. Donc, nous, dans la loi Warsmann, enfin, Monsieur Warsmann a cet adage qui est que tout ce qui est confiscable est saisissable. Pourquoi? Parce que là, en fait, on se réfère au texte phare relatif pardon, aux confiscations, c'est-à-dire l'article 131-21 du Code pénal. C'est le texte avec un T majuscule sur les saisies confiscatoires en France. Et lorsqu'on lit ce texte, on s'aperçoit qu'on parle que de confiscation, on parle que de condamnés. Donc en fait, on parle par anticipation. Donc en gros, pour mettre à l'aise nos interlocuteurs, on dit bah, à partir du moment où dans les textes, vous voyez le mot confisquer, on le transpose en saisir. Voilà. Donc comme ça, tout ce qui est confiscable est saisissable. Donc, les peines, enfin, la peine de confiscation, elle est encourue de plein droit pour tous les cas prévus par la loi et le règlement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Également, pour tous les crimes et délits punis de plus d'un an. C'est un détail qui est important. Alors, crimes et délits punis de plus d'un an, on en a quand même la grande majorité, hein. Mais nous avons des délits qui peuvent être punis de moins d'un an.
Et notamment, on va se retrouver sur des délits liés à l'environnement, des délits liés au contentieux routier, par exemple. Alors, dans ce cas, on se référera plutôt sur les textes liés aux peines complémentaires liées à ces délits. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est sur une peine complémentaire. La confiscation est une peine complémentaire. Les peines principales étant l'emprisonnement et l'amende, les deux principales. Donc, quand on est sur une infraction de punie de 1 an et moins, on va aller plutôt fouiller dans les articles des peines complémentaires du délit de grande vitesse, par exemple. Voilà. Et en fait, depuis la loi du 24 juin 2024, alors là, nous avons la confiscation obligatoire du produit, de l'objet, de l'instrument de l'infraction. Très important comme texte, parce que avant, il fallait motiver la confiscation de l'instrument et du produit et de l'objet de l'infraction. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut que, alors, parce que certes, nous avons la confiscation obligatoire, mais un juge est souverain, peut décider de restituer quand bien même il y aurait un bien qui soit instrument, produit. Nous verrons après pourquoi, vous allez voir. Et dans ce cas-là, c'est à lui de le motiver. Donc c'est totalement différent, ça change la donne, en fait, en matière de confiscation de l'instrument et du produit de l'infraction. Alors, on ne peut pas évoquer, si vous voulez, quand on fait nos formations euh, auprès des enquêteurs et des magistrats, on ne peut pas commencer à parler des fondements que je vais vous exposer tout à l'heure, et je n'oublie pas que j'ai 3 quarts d'heure, et je n'oublie pas que j'ai 3 quarts d'heure, donc sans parler des principes. Alors, comme dans beaucoup de pays, on a beaucoup de jurisprudence, hein, vous l'imaginez, la jurisprudence a été très nourrie. Et donc, elle a permis de dégager 3 grands principes que nous devons toujours avoir en tête, toujours avoir à l'esprit, avant d'envisager des projets de saisie à but confiscatoire. Ces 3 grands principes sont la libre disposition, le tiers de bonne foi et la proportionnalité, que je vais vous présenter le mieux possible, succinctement. Alors, la libre disposition, eh bien, c'est pas parce qu'une personne a un bien à son nom qu'elle en est le propriétaire. Donc, de plus en plus, on sait très bien que le délinquant et la criminalité organisée s'adaptent très vite. Donc, en gros, ils se sont dit, bah, si on peut me confisquer un bien qui est à mon nom, bah, je vais le mettre au nom de quelqu'un d'autre. Pour autant, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi Warsmann a calqué dans le pénal des aspects du Code civil. Donc, en gros, on a un article du Code civil qui dit que possession vaut titre. Donc, à partir du moment où on va démontrer qu'une personne mise en cause dans une affaire, l'auteur d'une infraction, utilise au quotidien un bien qui pour autant n'est pas à son nom, eh bien, on va se faire ce qu'on appelle une requalification de propriété et on va démontrer que notre délinquant est le propriétaire économique réel du bien qu'il utilise. Voilà. Donc, on a requalifié la propriété, on a démontré la libre disposition. Ça peut paraître une notion difficile à mettre en œuvre, mais en réalité, elle est très simple à mettre en œuvre. Bien évidemment, on va prendre en compte le tiers. Derrière, le tiers qu'on aura identifié et qui pourrait éventuellement revendiquer un droit sur un bien qu'on veut saisir, donc confisquer, ben nous, en gros, il va falloir qu'on démontre sa bonne ou mauvaise foi. Et comment on démontre sa mauvaise foi? Soit en démontrant qu'il est partie prenante dans les infractions visées, donc qu'il savait que son bien était utilisé, par exemple, pour commettre une infraction, mais pas que, parce que on n'est pas obligé non plus de démontrer que ce tiers est impliqué, ça se trouve, il n'est pas du tout impliqué dans l'affaire, mais par contre, il n'ignore pas qu'il n'est pas le propriétaire économique réel de ce bien. Petite anecdote, une fois, moi j'ai entendu une personne sur la saisie d'un véhicule de grosse cylindrée. On avait donc le certificat d'immatriculation à un autre nom. Le mis en cause sur la perquisition nous disait non, 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 c'est pas mon véhicule. On va entendre le propriétaire du véhicule qui nous dit ah bon, j'ai une Mercedes. Point d'interrogation. On lui demande la couleur, il nous dit qu'elle était blanche.
perdu, elle était noire. Bon, effectivement, donc voilà, c'était tous des éléments d'appréciation qui démontraient, bon, il l'a pas nié, hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, il dit, bah, je savais pas que j'avais une voiture, donc voilà. Donc on était là pour le coup sur un cas école où la personne ne pouvait en aucun cas revendiquer la propriété du bien, et bien que cette personne n'était pas partie prenante dans l'affaire, c'était des affaires d'escroquerie, elle était considérée de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle n'était pas le propriétaire cette personne, pardon, le propriétaire économique réel du bien. Concernant la proportionnalité, alors là, on pourrait en faire un cours entier sur une demi-journée parce que c'est une notion qui peut paraître un petit peu complexe, sur lequel on doit souvent passer du temps en formation parce que, en fait, la proportionnalité en France, elle va comment dire, euh, elle va être motivée, alors soit quelque chose qui est très bien compris, proportionnel au produit de l'infraction. Voilà, on va faire des saisies, on aura calculé un produit d'infraction de 100 000 euros ou même de 15 000 euros. Dans ces cas-là, les saisies qu'on va opérer ne devront pas dépasser le produit d'infraction calculé. Bon, ça, c'est connu, il n'y a aucun problème. En revanche, on peut aller bien au-delà du seul produit de l'infraction. Et dans ces cas-là, il faudra qu'on fasse une proportionnalité. Ce contrôle de proportionnalité sera obligatoirement fait eu égard à la gravité des faits et eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, de la personne mise en cause. Je vous rassure, c'est une notion qui n'est pas intuitive. Donc nous, régulièrement, quand on travaille sur des projets, régulièrement, on rectifie certains projets. Alors quand je dis on les rectifie, bien évidemment, nous sommes force de proposition pour verrouiller juridiquement les projets de saisie. Et bien souvent, on dit, d'accord, votre produit d'infraction, c'est ça, mais les faits sont tellement graves, et vu la situation personnelle des personnes, alors c'est quoi la situation personnelle de l'intéressé? C'est lorsqu'on a démontré, et je rebondis sur ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire par le biais d'une enquête de patrimoine, que les personnes avaient un train de vie démesuré par rapport aux revenus qu'ils déclaraient légalement. Voilà. Donc là, quand on a démontré ça, on a déjà fait 50% du travail, hein. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir parler des fondements. Et vous allez comprendre pourquoi, pour nous, il est primordial, dans un premier temps, de parler des trois grands principes. C'est comme ça qu'on les appelle. Peut-être qu'un jour arrivera un quatrième grand principe. Là, en tout cas, la jurisprudence, depuis, elle, a dégagé ces trois grands principes que nous venons de voir. Et vous allez voir qu'ils vont avoir une incidence sur le reste. Alors, l'article 131-21, le voilà. Déjà, un principe fondamental. Lorsque on fait, nous, de la saisie à but confiscatoire, à ce moment-là, on n'a pas besoin de réunir des preuves. On n'a pas besoin de réunir des preuves certaines de la commission de l'infraction. Mais on a juste un besoin de réunir suffisamment d'éléments pour motiver que nos saisies sont justifiées. Parce que, en fait, c'est quoi les saisies à but confiscatoire? Saisir, nous, on a un adage. Saisir n'est pas confisquer. Donc, saisir, ça va permettre de placer sous main de justice des biens pour les rendre disponibles éventuellement à la confiscation et après, omission de versement au fonds de concours, versement au budget général de l'État, versement éventuellement aux parties civiles. Mais saisir n'est pas confisqué. Voilà. C'est conservatoire. Donc, on a l'alinéa 2. Euh, les alinéas, je les ai mis dans l'ordre du plus proche de l'infraction au plus loin. Donc l'alinéa 2, c'est l'instrument de l'infraction, c'est-à-dire ce qui a servi à la commettre. Bon, là, j'apprends rien à personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être très très large au niveau de l'instrument de l'infraction. On se voit des fois confisquer des biens qui n'ont pas forcément eu un lien déterminant pour commettre l'infraction, mais qui pour autant ont été utilisés pour commettre cette infraction et sont donc confiscables. Euh, il faut aussi qu'on démontre forcément un nécessaire lien de causalité entre le bien que l'on veut confisquer en tant qu'instrument et l'infraction. Bon, on a plusieurs exemples, hein, des immeubles utilisés pour le trafic, pour le proxénétisme, pour l'emploi d'étrangers sans titre, mais plus communément, on a également les voitures utilisées pour commettre des grands excès de vitesse, les voitures utilisées pour faire des go-fast, etc., etc. On l'évoquait tout à l'heure, confiscation obligatoire depuis la loi du 24 juin 2024 de l'instrument, et vous regardez, contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire que quand un bien va être saisi
est confisqué en tant qu'instrument d'infraction, il faut le proportionner en disant, eu égard à la gravité des faits, eu égard à la situation personnelle de la personne mise en cause, et bien évidemment, tout ça en tenant compte éventuellement des tiers de bonne foi. J'ai eu des cas où des biens qui ressortaient instruments d'infraction avaient été vendus à un tiers qui était totalement de bonne foi, qui lui ne savait pas qu'il avait acheté un bien qui avait servi à commettre des infractions. Il est évident qu'on ne va pas lui confisquer. Voilà. Le produit de l'infraction, alors la définition est très simple, hein, c'est tout avantage économique tiré directement ou indirectement des infractions pénales. Donc, en fait, le produit des infractions, il peut être direct ou indirect. Bon, pour illustrer mon propos, produit direct d'une infraction, j'ai une escroquerie. Par le biais de cette escroquerie, j'arrive à me faire 1500 euros. Il tombe sur mon compte, c'est le produit direct. Avec ces 1500 euros, j'achète une moto, c'est le produit indirect, la moto. Voilà. Donc, on sera vigilant sur le fait que certains biens peuvent avoir été financés tant avec du produit d'infraction que par de l'argent licite. Donc, dans ce cas-là, en fonction de la gravité des faits, on pourra tout confisquer, mais il faudra motiver la partie licite, donc pas de problème. Et quand je dis motiver, toujours le même cheminement, eu égard à la gravité des faits, eu égard à la situation personnelle de la personne mise en cause. On peut récupérer le produit de l'infraction en n'importe quelle main que ce soit, mais bien évidemment, il faudra également prendre en compte les tiers qui, s'ils achètent un produit d'infraction de bonne foi, eh bien, on ne pourra pas leur confisquer. Voilà. Et la confiscation est obligatoire depuis la loi du mois de juin 2024. Donc, on a un droit qui accorde, heureusement, une forte protection des tiers qui peuvent revendiquer leur bonne foi et un droit sur le bien confiscable. Pareil pour le produit d'infraction, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours, il faut établir un lien entre les faits visés et l'enquête. Alors là, ce qui est très important en matière de produit d'infraction, c'est qu'en phase d'enquête, il va toujours falloir que ce produit soit chiffré à minima. Voilà. Moi, il m'est arrivé. Alors, on est très inventif hein, dans les services d'enquête parce que ce qu'on veut avant tout, c'est la justice. Et donc, ben oui, alors j'ai un gars, il a fait un go fast. On l'a chopé au retour du go fast avec 1 kilo d'héroïne, sachant qu'il avait fait auparavant 6 voyages, ben 1 kilo fois 6. Non, non. En fait, on va vraiment se baser sur des faits, rien que les faits. Donc, peut-être il a fait 6 voyages, mais qu'ils ont été infructueux. Voilà, hein, ça sera le moyen de défense le plus classique et logique. Donc, non, on va toujours calculer le produit à minima, et c'est sur ce produit calculé à minima qu'on va pouvoir opérer. Alors, nos saisies, soit du produit direct ou indirect, soit on va le voir sur la diapo d'après, en valeur. Bien évidemment, lorsqu'on va saisir des biens en produit d'infraction, là, pour le coup, il n'y a aucun contrôle de proportionnalité. Le produit étant le produit. Voilà. Ou s'il a été réinvesti, le produit indirect restant le produit indirect. Donc là, il n'y aura aucun contrôle de proportionnalité qui sera opéré sur les biens confiscables en tant que produit d'infraction. Donc, comme je disais, toujours un minima. La saisie en valeur. Très intéressant. La saisie en valeur, c'est quasiment aujourd'hui plus de 50% des confiscations en France. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, comme on dit aux enquêteurs et aux magistrats, on le sait bien, les produits sont dissipés très rapidement, dépensés ou peut-être total disparaissent, ont été revendus, bref. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que la saisie par équivalence va nous permettre d'aller saisir dans le patrimoine du délinquant n'importe quel bien, même si ce bien n'a aucun lien avec une infraction, même si ce bien a été acquis ou obtenu de manière totalement légale, genre ça peut être un héritage, mais à partir du moment où on va démontrer que ce bien est par équivalence est valorisé le même prix que le produit d'infraction qu'on a calculé à minima, il sera confiscable sans aucune difficulté. Alors, vous imaginez bien que c'est une notion qui a été attaquée, réattaquée, qui a été validée jusque dans les plus hautes instances européennes. Cela ne pose aucun problème. C'est d'ailleurs tout le but de la saisie en valeur, c'est de dire, OK, vous pouvez dissiper le produit d'infraction, pas de problème. Nous, on pourra toujours aller le chercher sur n'importe quel bien.
Donc, la confiscation par équivalence du produit, on ne le motive pas. En revanche, la confiscation par équivalence de l'instrument de l'infraction, on le motive parce que oui, on peut faire aussi de la confiscation en valeur d'un instrument d'infraction. Euh, un exemple, un camion, j'ai un exemple concret hein, sur sur une affaire de criminalité organisée en matière d'évacuation de déchets. On avait donc une entreprise qui en fait évacuait ces déchets mais dans la nature. Pour ce faire, un camion était loué pendant un an. Donc, ce poids lourd, en fait, n'appartenait pas à la société, elle appartenait à une société de location qui, elle, est tiers de bonne foi. Et ce qu'on a fait, c'est que, alors, l'allocation de ce camion, c'était de mémoire, je me souviens, à peu près 50 000 € sur une année. Donc, on est allé saisir en valeur 50 000 € sur les comptes de la société qui était mise en cause. Voilà. Donc, ça, c'est pour donner une illustration de ce que peut être la confiscation, la saisie et la confiscation en valeur de l'instrument de l'infraction. Alors, là, on arrive sur des notions très fortes, très offensives. Donc, la confiscation élargie. Donc, la confiscation élargie, déjà, elle comprend ce qu'on appelle les biens d'origine injustifiée. Alors, ça me permet de faire un petit focus, notamment avec la non-justification de ressources, mais également le blanchiment présumé. Parce que là, on a trois notions qui s'offrent à nous, en fait, dans notre arsenal juridique. Donc, déjà, commençons par l'alinéa 6 de l'article 131-21. L'alinéa 6, grâce à la nouvelle loi Warsmann, permet aux OPJ, aux officiers de police judiciaire, sur autorisation d'un magistrat, de saisir des biens sous cet alinéa, très offensif, et après, le magistrat aura 10 jours pour valider ou pas ces saisies, et lorsqu'il existe des risques que ces biens soient dissipés rapidement. C'est intéressant parce que ça, c'était un alinéa qui n'était pas très utilisé, et pour cause, quand on avait des biens d'origine injustifiée, bah, il fallait toujours que ce soit fait par ordonnance d'un magistrat. Pour les saisies spéciales, ça posait pas de problème. En revanche, pour les biens meubles, ça voulait dire faire une liste des biens meubles, faire une requête, attendre l'ordonnance du juge, revenir. C'était lourd. On avait heureusement d'autres solutions. Les conditions pour pouvoir saisir un bien d'origine injustifiée, c'est que il faut qu'on travaille sur un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et qui a procuré un profit. Le bien ne doit pas être d'une origine justifiée, peu importe que ce bien soit en lien ou pas avec l'infraction, et ça concerne tout bien appartenant à la personne mise en cause. Euh, pour vous illustrer, parce que c'est mieux d'avoir des exemples, on avait par exemple j'avais un service d'enquête qui avait travaillé sur des abus de biens sociaux, plutôt bien, plus, hein, les abus de biens sociaux. Et au cours de la perquisition, ils découvrent une pièce dans laquelle il y avait des œuvres d'art. Cependant, ils avaient déjà saisi l'ensemble du produit de l'infraction en valeur du produit, en fait, hein. Ils avaient saisi des biens en valeur. Sauf qu'ils tombent là-dessus. Et là, ils me disent, mais donc déjà, les premières explications de la personne mise en cause étaient très alambiquées, du style une statue en bronze, il l'avait trouvée près d'une poubelle. Bon, là déjà, sur la justification, on pouvait se dire, il y a un loup, il y a un loup. Voilà. Bien. Donc là, pour le coup, j'avais conseillé aux enquêteurs de partir sur l'origine injustifiée. Parce qu'on était l'abus de biens sociaux puni de plus de 5 ans, au moins, qui a procuré un profit à la personne mise en cause. L'origine des biens qu'on avait sous les yeux n'était pas justifiée, en tout cas en l'état des premières questions. Et dans ces cas-là, bah, on pouvait le saisir sous ce fondement. Mais sous quel autre fondement on aurait pu le saisir? Bah, on aurait pu également partir sur le blanchiment présumé. Voilà. Le blanchiment présumé, personnellement, je le préfère à l'alinéa 6. Parce que, tout comme l'alinéa 6, on est sur un renversement de la charge de la preuve. Je sais que certains pays nous l'envient. Nous, ce qu'on appelle l'enrichissement injustifié, donc chez nous, dans notre jargon, c'est le blanchiment présumé, c'est à la personne de démontrer que c'est légal. Et tant qu'elle ne nous aura pas démontré que c'est bien que l'on a saisis sous le fondement du blanchiment présumé ne sont pas obtenus légalement ou n'ont pas été obtenus de manière légale, eh bien, ça restera l'objet du blanchiment, c'est-à-dire la présomption que ces biens ont été obtenus
par la commission d'un crime ou d'un délit. Donc c'est quand même quelque chose de très fort, mais surtout quelque chose de très pratique, sur de la richesse injustifiée, malheureusement pas assez utilisée à notre goût. Voilà. Ensuite, il ne faut pas confondre ces deux notions, donc le blanchiment présumé et l'origine injustifiée, il ne faut pas les confondre avec la non-justification de ressources. Pourquoi? Parce que la non-justification de ressources, souvent, j'ai vu des enquêteurs, des magistrats partir à l'envers. J'ai une personne qui conduit une grosse Mercedes avec un A, qui veut dire chez nous jeune conducteur. Il conduit une grosse Mercedes, euh, et pour autant, cette personne, ben, elle est jeune, elle n'a pas l'air d'avoir un travail stable. Donc, on va partir en non-justification de ressources. En fait, c'est pas ça. La non-justification de ressources dans notre arsenal juridique, c'est la possibilité pour nous de mettre en cause une personne pour l'infraction, parce que là, on est sur une infraction de non-justification de ressources, mais parce qu'elle est en lien avec une autre personne qui commet un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. C'est quand même un élément matériel qui est important. Tant qu'on n'a pas démontré que la personne que l'on veut poursuivre en non-justification de ressources n'est pas en lien avec une autre personne qui, elle, pour le coup, commet une infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement, eh bien, on ne peut pas, en fait, partir sèchement sur de la non-justification de ressources. Donc, notre solution, c'est le blanchiment présumé. Voilà. Et le blanchiment présumé, on œuvre énormément pour que ce soit plus utilisé, parce que, ben, voilà, on a quelque chose dans notre arsenal juridique qui est puissant, peu utilisé, parce que il faut aussi comprendre pourquoi c'est peu utilisé. Alors, ça commence à l'être de plus en plus. Je sais que nous, on le développe beaucoup ici, mais pour autant, on a encore une grande marge de manœuvre. Peu utilisé parce que le blanchiment présumé n'est pas une infraction. Le blanchiment présumé est une présomption de la commission d'une infraction, objet du blanchiment. En fait, voilà l'explication du blanchiment présumé. Donc, souvent, c'est quelque chose qui est mal compris. Pour autant, la Cour de cassation est intervenue à 2 reprises sur ce sujet en invitant les juridictions à confisquer sous les fondements du blanchiment présumé lorsque le prévenu ou l'accusé ne peut pas justifier de l'origine d'un bien. Donc, ça fera son chemin, j'en suis sûr, mais on a encore de la marge de manœuvre. Donc, bien évidemment, vous imaginez que en ce qui concerne la saisie élargie, on doit avoir un contrôle de proportionnalité. Et enfin, je vais parler donc de la saisie générale. Donc là, la saisie générale, on est sur quelque chose qui est puissant, très fort, qui est utilisé, mais qui doit être absolument proportionné. Proportionné à la gravité des faits, proportionné, comment dire, à la situation de l'auteur. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple on a une personne qui est connue dans un trafic international de stupéfiants, qui a des richesses et un train de vie totalement démesuré par rapport à ses revenus légaux, on va pouvoir partir sur de la saisie générale. Maintenant, cette même personne, je la trouve juste avec une barrette de shit, hein, comme on dit, pour sa consommation personnelle. Les textes me permettraient de partir en confiscation générale, mais pour autant, je ne vais pas lui confisquer sa maison pour une barrette de shit. Voilà, voilà la proportionnalité pour la résumer le plus simplement possible. Euh, autre condition pour appliquer la confiscation générale du patrimoine, il faut qu'elle soit prévue par la loi. Nous avons à peu près maintenant 16-17 infractions pour lesquelles la confiscation dite générale, donc la confiscation du patrimoine, est prévue. Et pour autant, des fois, nous avons des infractions qui sont punies de lourdes peines, mais pour lesquelles la confiscation générale n'est pas prévue, donc on ne pourra pas y aller. Voilà. Donc ça, il faut qu'on le vérifie. On dit aux praticiens, allez bien regarder dans le code que la confiscation générale soit prévue. Voilà. 47 minutes, donc je vais rapidement passer sur la saisie pénale internationale. Alors, c'est une sensibilisation. Pourquoi? Parce que ben, l'APIAC et la grâce, que nous sommes les points de contact. Alors, l'APIAC, qui veut dire plateforme d'identification des avoirs criminels.
donc qui est hébergé, si je puis dire, au sein de l'OCRGDF, c'est-à-dire l'Office central de lutte contre la grande délinquance économique et financière. En gros, on fait partie du réseau Carine. Donc, l'APIAC et la GRASC vont être des points de contact au niveau international. On fait partie du réseau Carine, c'est-à-dire que ça va être un échange. Voilà. Par exemple, on sait qu'on a une personne qui va régulièrement aux Pays-Bas. OK, on va demander donc à nos homologues des Pays-Bas, est-ce que vous savez si cette personne détient des avoirs criminels? Ils vont nous répondre ou pas, ça dépend. Et là, on va après demander l'autorisation d'utiliser les informations qu'on a pu recueillir. Donc ça, c'est le réseau Carine, ça marche plutôt bien, ça marche même très très bien. Et donc, ça nous permet d'avoir des échanges fluides que d'ailleurs prévoient nos textes. On peut échanger entre enquêteurs de manière totalement, comment dire, fluide sur... Moi, par exemple, mon homologue roumain, j'ai eu la dernière fois un cas comme ça, où j'ai dû appeler mon homologue roumain en lui disant, bah tiens, voilà, j'ai une société, est-ce que tu peux me dire qui gère cette société? À partir du moment où on a un accès libre à des fichiers qui sont mis à notre disposition dans un cadre d'usage professionnel, on peut communiquer avec un autre professionnel. La seule condition, c'est qu'il faut qu'on fasse attention aux informations qui pourraient nuire à l'enquête. Donc, si on a un doute, bien évidemment, le magistrat nous donnera l'autorisation, le magistrat en charge de l'enquête. Mais souvent, pour des informations très simples, on peut le faire. Ça pose aucune difficulté. Donc, quand la France est un État requérant, eh bien, on va travailler. Alors, au sein de l'Union européenne, on a ce règlement de 2018 qui est fantastique, mais qui va encore évoluer, hein. Parce qu'on a encore, alors, on a beaucoup évolué en matière d'efficacité, hein, pour tout ce qui est saisi au niveau européen. On peut encore mieux faire. Alors ça, il n'y a pas photo, mais c'est déjà pas mal. Ce règlement, ça a été une grosse avancée. Donc, on va faire ce qu'on appelle une reconnaissance mutuelle, hein, entre pays. Donc, soit la France est État requérant. Donc, dans ce cas-là, on va envoyer nos différents actes, et dans ces cas-là, c'est l'État requis qui aura la gestion des biens saisis. Soit on va être État requis, et dans ce cas-là, la France, c'est un juge d'instruction obligatoirement qui va gérer la saisie demandée par la Belgique, par exemple, et c'est la GRASC qui en aura la gestion. Voilà. Et là, après, je passe rapidement, mais on pourra en revenir sur les questions. Hors Union européenne, je vous rappelle que je ne suis pas expert, mais bon, je comprends très très bien les mécanismes. Là, on va plutôt passer par le Bureau d'entraide pénale internationale au niveau de la DACG, de la Direction des affaires criminelles et des grâces, donc du ministère de la Justice, où on va se renseigner sur quelles sont les conventions en cours, est-ce que le pays coopère ou pas, est-ce qu'il préfère une DPI, une CRI, Commission rogatoire internationale, ou demande d'entraide pénale internationale, etc., etc. Et idem, si par exemple nous on reçoit une demande par exemple, je sais pas moi, récemment il y a eu d'un pays africain, par exemple, un pays d'Afrique qui forcément ne rentre pas dans les règles, le règlement 2018 qui est réservé aux membres de l'Union européenne. Idem, ça va être une exécution qui sera faite par un juge d'instruction qui va vérifier oui, non, éventuellement des motifs de refus, pourquoi, et si le bien est saisi à la demande d'une autorité du continent africain, eh bien dans ces cas-là, c'est la GRASC qui en aura la gestion. On a un site internet public, donc si vous souhaitez vous rendre sur ce site internet, vous pourrez voir un petit peu nos dernières actualités. On a mis certaines explications de la nouvelle loi Warsmann, etc. C'est un site qui a été ouvert officiellement en début de cette année, qui a été totalement rénové, donc www.agrasc.gouv.fr. Très intéressant au niveau des ventes également que l'on fait, des formations. Et là, ce qui est très très bien, c'est qu'on a justement ouvert un accès aux personnes qui se sont donc constituées partie civile et qui peuvent demander des indemnisations pour nous saisir directement également via ce site, mais pas que. Ça peut être aussi des personnes qui ont été condamnées et à qui ont été accordées des restitutions. Et donc, elles peuvent également se connecter pour nous saisir. Et il y a un espace professionnel, donc ça c'est pour réserver pour toutes les personnes qui ont une adresse intérieure, justice, etc. Voilà.
Dynamiser les biens, et j'ai bientôt terminé. Ça, c'était le dessert, si je puis dire. Donc, c'est important. Nous, en fait, et là, j'ai pu me rendre compte que tous les pays étaient confrontés au même problème. C'est bien de saisir dans un but de confiscation, mais entre le moment où on saisit et le moment où on confisque, il peut s'écouler beaucoup de temps parce qu'on a des affaires complexes. On a des fois aussi des juridictions engorgées. Donc, il peut y avoir des laps de temps qui vont entre 3 et 5 ans. C'est long, surtout quand on a des biens en gardiennage qui coûtent de l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, en France, dynamiser les scellés? Ben, c'est de les vendre avant jugement, ou de les affecter avant jugement, ou de les restituer. Hein, voilà, si on n'en a plus besoin, si le bien ne sert plus d'élément de preuve, n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il se déprécie, nous, on invite très fortement, juste avant d'intervenir pour cette masterclass, on était en réunion visio avec un tribunal judiciaire où on leur rappelait la nécessité de nous remettre tous les biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et qui se dévalorisent pour que nous, on puisse les vendre au meilleur prix avant jugement. Et ce n'est pas reconnaître la culpabilité d'une personne de vendre avant jugement. C'est surtout que si on lui restitue un véhicule, au lieu de lui restituer une poubelle, on lui restituera de l'argent parce qu'on va bien vendre son véhicule. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, quelques exemples de confiscation qu'on a faites. Alors là, alors ça, celle-là, c'est moi. J'en suis pas peu fier parce que on avait donc saisi, c'était une affaire de proxénétisme. On avait saisi un véhicule 208 Peugeot, alors 208 GTI. La particularité de cette voiture, c'est qu'en fait, elle est numérotée. Elle a été sortie pour fêter le 30e anniversaire de la 205 GTI, icône de l'industrie automobile française. Et bah, pour fêter le 30e, ils ont sorti 800 exemplaires de cette voiture. Et ben nous, on a saisi la numéro 357. Je ne le savais pas, c'est quand j'ai vu qu'il y avait une plaque numérotée au-dessus. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en faisant une petite recherche, je me suis aperçu que... Et on a eu l'idée, c'est un projet que j'avais mené avec mes chefs à l'époque où j'étais donc en unité opérationnelle d'appui. On avait dit, mais s'agissant d'un petit bolide, pourquoi on ne l'affecterait pas à une unité qui lutte contre la délinquance routière? Elle est unique, cette voiture. Il n'y en a qu'une comme ça, qui a été floquée gendarmerie, à tel point qu'on a une société spécialisée dans le modèle réduit qui en a fait un modèle réduit. Voilà. Donc, vous pouvez le taper en source ouverte si vous la voulez. Et pour le petit détail qui tue, elle a exactement la même plaque d'immatriculation que l'original. Voilà. Donc, c'est assez rigolo. On a également eu une Mégane RS, toujours dans le cadre des véhicules puissants, donc qui a été saisi un multirécidiviste d'élite grande vitesse. Eh bien, ça tombe bien, la gendarmerie a des Mégane RS. Donc, bah, celle-là, c'était la première voiture grise floquée gendarmerie et qu'un modéliste a également dupliqué en petite maquette. Alors ça, je l'ai découvert en source ouverte. Je peux vous dire, ça m'a fait plaisir parce que je dis, ah bah mince, alors je ne savais pas que ces projets avaient été repris par des maquettistes. Et enfin, on a, alors vous marquerez, alors non, c'est pas du Cocorico, on a du Renault et du Peugeot, mais on peut faire ça avec d'autres marques, hein, des modèles allemands, etc. On n'a pas eu l'occasion, mais là, pour le coup, on avait trois projets, c'était une première. En tout cas, la région Bretagne avait fait ça, on avait fait ça en premier. Pourquoi? Parce que le but, c'était de dire, on voulait même pousser le bouchon plus loin. On voulait mettre un autocollant derrière le véhicule en disant ce véhicule a été saisi dans tel cadre ou confisqué dans tel cadre. Je sais que ça se fait au Canada. On n'avait pas eu l'accord à ce moment-là, mais je pense que ce serait quelque chose de bien de le faire, de dire bah, ce véhicule a été confisqué dans le cadre de la grande délinquance économique, dans le cadre de la grande délinquance routière, etc. Voilà. Alors là, ça va faire plaisir aussi à Monsieur Risoli et ça nous fait beaucoup plaisir également parce qu'on aimerait que ce soit plus développé. Et donc, Monsieur Faure, qui a travaillé sur l'article, à savoir, ben voilà, Coudekerque-Branche, donc une maison qui avait été confisquée. On peut voir donc le ministre de l'époque de la Justice et la plaque à Grasque lors de l'inauguration de la remise de cette maison à des fins sociales. Là, on est sur une autre maison à Plumelin,
donc dans le 56, qui a été confisqué et on a une association qui s'est manifestée pour également l'utiliser à usage social, donc à Plumelin dans le 56. Ensuite, on fait des ventes. Alors, les ventes, elles vont être soit avant jugement, soit après jugement. Donc là, c'est pour vous montrer une vente du 30 avril 2022 où on avait vendu uniquement des grands crus. Donc évidemment, on l'avait vendu, vous le devinerez, à l'antenne de Bordeaux. Donc ce sont des grands crus qui venaient de partout. Et cette vente, alors c'était aussi bien sur des grands vins saisis avant jugement qu'après jugement, elle a rapporté presque 1 800 000 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Sur ce chiffre-là, on a de tout. Il y aura du budget général de l'État, du fonds de concours, de l'indemnisation de partie civile. On a également fait des ventes exceptionnelles sur le thème de la lutte contre le trafic de stupéfiants, au cours duquel on avait vendu une Lamborghini, qui venait d'ici d'ailleurs, et des Rolex. Alors, il y a un engouement pour ce type de vente, voilà. Il y a beaucoup d'engouement et ça a rapporté 1 million, presque 1 500 000 euros, ces ventes. Alors, c'est intéressant parce que au lieu que ça dorme dans des locaux de scellés ou que ça déprécie, bah, ça a permis de bien vendre. Et dans le lot, c'est 1 462 000 euros. Il y aura des indemnisations, peut-être des restitutions, du versement, des fonds de concours drogue. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, on a eu une vente de Porsche exceptionnelle en juin 2023. Là, ben là, pour le coup, à laquelle j'ai participé, c'était à Le Mans. Et donc, on a 6 Porsche d'exception qui ont été vendus. Là, vous pouvez voir la bleue et la blanche ont couru Le Mans, par exemple. La verte aussi, d'ailleurs, hein, c'était sur les Le Mans historique. Et ça a été une vente qui nous a rapporté 5 449 000 euros. Voilà. Alors là, on est sur un château dans le sud de la France. Voilà, je vois qu'il y a une réaction qui a rapporté quand même la coquette somme de 65 millions d'euros à la vente. Donc là, on était sur des très grosses affaires de criminalité organisée. Et enfin, la dernière vente. Alors, je vous parlais tout à l'heure de... Enfin, la dernière vente. Il n'y a pas eu que ça, hein, il y en a eu beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de la Grasque, hein, où on répertorie en fait l'ensemble des ventes qui ont eu lieu. Mais c'était pour vous mettre quelques exemples. Là, la toute dernière, c'est quand on a donc accueilli les membres du réseau Carine. Et donc, le 21 novembre 2024 a eu lieu une vente qu'on a nommée Trésor caché de Paris. Donc, c'était principalement des scellés qui provenaient des juridictions d'Île-de-France. Et donc, comme vous pouvez voir, hein, derrière, il y a des tableaux, il y a beaucoup de maroquinerie, du luxe, des montres. J'ai mis que ces photos-là, mais il y avait aussi des voitures, etc., qui a permis de rapporter presque 1 million d'euros. Voilà. C'est un enjeu fort, la dynamisation des scellés. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, de m'avoir donc écouté, et puis ben, je reste donc à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur Tarago. Vous m'entendez? On m'entend pas? Si, on m'entend. Euh, Ça y est, Moi? j'entends. J'avais Ouais, l'enceinte qui ok. était coupée. Très bien. Bon, mais merci beaucoup, c'était passionnant. Vous avez bien fait de rappeler les fondements parce que pour la plupart d'entre nous, la proportionnalité, la libre disposition, voilà, moi, la libre disposition, j'ai longtemps pas compris ce que ça voulait dire. Voilà, maintenant j'ai compris que c'est derrière le concept du prête-nom. Je rappelle cet exemple hein, qu'on a vu la semaine dernière, enfin, dont j'ai parlé la semaine dernière. En Italie, on confisque le plus beau café de Rome, qui s'appelle le Café de Paris, symbole de la Mhm. Dolce Vita, en face de l'ambassade des États-Unis. Le propriétaire est un barbier de Cosoletto, 2500 habitants, sans le revenu. Et bien sûr, il est amené à justifier l'origine légale de ses biens selon la disproportion du patrimoine, etc., etc. Mais surtout, on a pu savoir qui était le vrai propriétaire parce que c'était un mafieux qui appelait tous les jours le gérant pour connaître la recette. Donc, celui qui appelle pour savoir la recette est le vrai propriétaire d'un bien Voilà. économique. Voilà. Hein, bien sûr, il y a d'autres éléments de preuve. Hein, il ne suffit pas juste d'un coup de téléphone. Mais c'est exactement ça. Vraiment, à libre disposition, ça m'est resté. Donc, merci beaucoup d'avoir rappelé l'importance de la confiscation obligatoire, la loi de 2024, parce que parfois, on s'est posé des questions. On a eu des retours critiques. Oui, mais on manque de moyens, alors c'est pas facile de faire la confiscation, etc. On connaît tous ces arguments. Mais enfin, au moins maintenant,
le Mm. juge devra motiver s'il ne confisque pas, alors que vous avez passé 2 ans à faire une enquête patrimoniale, que la personne est condamnée définitivement pour un délit pénal, hein. Je rappelle qu'en France, la confiscation est pénale. Donc la personne était condamnée pour trafic de drogue, et le juge du siège parfois ne prononçait pas la confiscation. C'est qui de l'ordre d'une inacceptable, même dans la pratique légale, à notre sens. Effectivement, on doit tout à M. Warsmann, l'agence des années 2010, et on doit beaucoup le remercier pour avoir accepté nos amendements en 2024, qui ont été, je le rappelle, hein, votés à l'unanimité des deux chambres, et donc aussi acceptés par le gouvernement, parce que c'était une proposition de loi. Non, c'était même pas un projet de loi. Alors, on a eu des questions un petit peu déjà dans le forum. Moi, à un moment, je me suis demandé ce que c'était que des saisies spéciales. Vous avez prononcé ce gros mot. Alors, je me suis dit, ça doit être des saisies immobilières. Dieu merci, Nicolas, je crois, nous a répondu très proprement voilà, que ce sont des saisies, et ça, moi, je voulais vous le dire. Une question qui est très intéressante quand même, sur le délit de non-justification de ressources. On a bien compris qu'il fallait être en lien avec quelqu'un qui est poursuivi. C'est pas comme une présomption de blanchiment où c'est qu'une seule personne. Là, il y a le lien. Moi, j'aime beaucoup cette manière de fonctionner dans la lutte contre le crime organisé. Vous savez, ça me rappelle les condamnations pour les proxénètes qui vivaient, qui n'avaient pas de sous et qui vivaient chez la prostituée. Et c'est elle qui payait le loyer. Enfin, tu vis avec une prostituée, tu sais très bien qu'elle est prostituée. C'est un peu cette philosophie, même si je préfère encore plus la confiscation que la condamnation à la prison, pour, euh, pour être Mm. sincère. Alors, on nous demande, c'est quoi un lien avec une personne? On sait que la personne est poursuivie pour trafic de drogue, ou proxénétisme, ce que vous voulez. C'est quoi un lien? Évidemment, vivre avec, coucher avec, hein. Je rappelle que dans la prise illégale d'intérêt, on condamne des mères qui donnent des emplois à leur maîtresse, hein. Voilà. C'est faire des affaires, mais est-ce qu'il y a autre chose de plus interprétatif? C'est quoi le lien avec quelqu'un qui est poursuivi? Oui, en fait, souvent, le lien, il va souvent être familial. Donc, on peut avoir, je vois sur les dernières décisions, dernières condamnations pour la non-justification de ressources, souvent, ça va être les épouses, compagnes, enfants majeurs. Mais ça peut être, alors, on peut également élargir, hein. Le texte prévoit également que lorsqu'on s'aperçoit qu'une personne va avoir, je ne sais pas moi, un logement, de l'argent, un compte fourni, une belle voiture, alors que cette personne ne travaille pas, euh, et qu'on a démontré le lien avec une personne qui se livre à de la criminalité organisée, parce que comme je le rappelle, ben, pour condamner une personne en non-justification de ressources, le lien doit être avec un délinquant qui commet une infraction punie d'au moins 5 ans. Dans ces cas-là, on va pouvoir viser la NJR. Si au cours de l'enquête, on s'aperçoit, c'est arrivé, hein, parce qu'au départ, on détecte quelqu'un qui satellise autour du délinquant et ce délinquant lui fournit des moyens de vie, de subsistance. Hein, on a vu des logements, une voiture, etc. Eh bien, et d'un coup, au cours de l'enquête, on s'aperçoit qu'au final, cette personne pour laquelle au départ on est parti sur une non-justification de ressources, est partie prenante, en fait, finalement, au trafic. Ben alors là, on change de braquet, c'est-à-dire qu'on dit, ah ben non, c'est plus de la NJR, elle est co-auteur ou complice. Voilà. Et dans ces cas-là, on va plutôt poursuivre sur euh, donc du blanchiment, hein, par exemple, et non plus de la non-justification de ressources, et surtout poursuivre également sur l'infraction sur laquelle on travaille. Donc trafic de stupes, escroquerie, etc. D'accord. Euh, Fabrice, Oui, juste une seconde, je finis, Jérôme. ouais. Sur la dimension européenne, puisque on est financé par l'Europe, par la direction justice, euh, on a vu dans les focus group qu'il y avait des pays qui coopéraient mieux que d'autres, mais il peut y avoir aussi des évolutions, hein, selon les pays. Bon, je ne crois pas trahir que, par exemple, à un moment, on m'a dit ces derniers temps, la Roumanie, c'est parfait. À chaque fois qu'on leur demande quelque chose, ils renvoient les informations, voilà, notamment pour les confiscations à faire dans les deux pays. Bon, il y en a d'autres. Par contre, il y a une question qui a été posée sur la coopération internationale en matière de confiscation. Dans la pratique, est-ce qu'il y a des pays proactifs qui répondent bien à nos demandes? Je pose cette question parce que pour ce qui nous intéresse à Crimalt en matière de crime organisé, on nous dit tout le temps, ah, mais nos trafiquants français investissent à l'étranger, on ne peut rien leur confisquer en France. C'est ce qu'on me dit. Moi, je trouve qu'à mon avis, on exagère.
Et donc, à l'étranger, c'est trop compliqué de confisquer. Donc, est-ce qu'il y a des bons pays en matière de coopération? Et est-ce que vous pensez qu'on peut donc confisquer à l'étranger hors Europe? Oui, oui, bien sûr. En fait, hors Europe. Oui, d'accord. C'est la Oui, hors question Europe, hors finale. Europe, oui. Hors Europe, oui, tout à fait. Alors sur ce point précis, comme je vous l'exposais tout à l'heure, je suis moins expert hein, en D'accord, matière hors Europe. Alors oui, bien évidemment, je sais qu'on a des pays hein, qui coopèrent bien, mais je me risquerai pas en fait à en nommer parce que on a des confiscations hein, qui viennent de l'international hors Europe. Alors on se doit bien évidemment. Alors ce qui est essentiel pour nous, c'est de faire un suivi très exhaustif, c'est-à-dire que entre le moment où aura été détecté un bien, le moment où le pays va coopérer, le moment où il va le saisir et le moment où nous, on va le confisquer et donc demander à ce pays d'exécuter la confiscation, il faut qu'on soit dans la boucle tout le temps. Sinon, il va y avoir des ratés. Voilà, il va y avoir des ratés et peut-être même arriver à des délais de prescription de peine. Et dans ce cas-là, le bien qui aura été saisi ne pourra jamais être confisqué. Donc c'est ce sur quoi nous on doit être vigilants. Maintenant, évidemment, on a des pays qui coopèrent pas, on le d'accord. sait, ou qui coopèrent mal, et d'autres avec lesquels, bien évidemment, on rencontre aucun souci. Et en règle générale, côté français, nous, on coopère bien. Merci. Alors, j'ai une question technique sur le forum, mais Jérôme Mondoloni, d'abord, tu voulais intervenir. Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, d'abord, merci pour cet exposé très clair. Il y a un petit point sur lequel j'ai du mal à vous suivre, c'est en ce qui concerne le sixième alinéa de 131-21. Lorsqu'à l'époque, nous avons donc rédigé la demande de confiscation obligatoire pour les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, on avait en même temps demandé la modification de l'alinéa 6 de 131-21, puisque dans le cas de 131-21, la confiscation est toujours une possibilité, mais en rien une obligation. Et à l'époque, on nous a opposé que c'était une atteinte intolérable à la propriété privée. Donc, je vous pose la question, vous avez dit il y a un progrès depuis la loi de juin 2024. S'agissant du 16e alinéa, je ne pense pas. Rien n'a changé fondamentalement dans la mesure où c'est une possibilité toujours de confisquer le bien dont l'origine, etc., n'est pas justifiée, mais en aucun cas une obligation. C'est-à-dire que pour l'instant, au niveau des confiscations à caractère réel, en lien direct avec l'infraction, on est passé. Au niveau des infractions des confiscations à caractère personnel, pour l'instant, c'est un échec parce qu'on nous oppose, et on va revenir à la charge là-dessus, qu'il s'agit là, comme il n'y a pas de lien direct avec l'infraction, on nous oppose qu'il s'agit là d'une atteinte intolérable à la propriété privée, etc., etc. C'est pour ça que sur ce passage-là, j'ai un peu de mal à vous suivre. Alors, oui, c'est tout à fait exact quand vous dites qu'il n'y a pas d'obligation tant de confisquer que de saisir, en fait, sous cet alinéa, sous ce fondement-là. Dans notre législation française, c'est considéré comme étant des fondements très, comment dire, très agressifs, hein, voilà, c'est les termes qu'on emploie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque l'on va saisir sous l'alinéa 6, donc l'origine injustifiée, donc alinéa 6 du 131-21 ou l'alinéa 7, dite saisie générale, il y aura obligatoirement un contrôle de proportionnalité qui va être opéré sur les saisies que l'on va faire. Donc, comme je le répète, eu égard à la gravité des faits, à la personnalité de la personne mise en cause, je rajoute aussi eu égard à sa situation personnelle. Oui, mais Situation personnelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est quand on a une disproportion entre le train de vie et ce qui gagne les revenus légalement. Oui, mais vous avez vu que, Euh, excusez-moi, mais il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit que ce oui, fameux article qui pourrait être d'une redoutable efficacité dans la lutte contre le blanchiment, la Cour des comptes dit que cet article ne sert que dans 2% des cas de saisie immobilière. c'est C'est-à-dire que exact. pour l'instant, il est totalement stérilisé. Il ne C'est sert à exact rien, en parce fait. que, oui, oui, c'est exact parce que c'est vrai que on a aussi, en France, on a remarqué qu'on avait, comment dire, une barrière liée à ce qu'on appelle l'atteinte à la vie privée, Voilà. notamment en matière d'immobilier. Oui. Pour autant, oui, ce sont des barrières, hein, ce sont des Mais barrières parfois que des professionnels du droit peuvent se mettre sans même s'en rendre compte parce que eux vont plutôt
comment dire, ils pensent bien faire en disant, oui, mais là, on touche à un bien qui est quand même un bien essentiel. Il y a la famille qui habite dedans, etc., Mhm. etc. Et pour autant, quand on regarde bien les faits, il n'y a pas une atteinte disproportionnée, surtout quand on travaille dans des domaines liés à la criminalité organisée. Mais justement, parce Tout à que fait. comment Tout se à fait. fait-il qu'on n'arrive pas à faire comprendre à nos législateurs qu'en France, pour la propriété privée, puisque pour la justification de la propriété privée, il y a deux causes possibles, et pas trois, l'héritage ou le travail, et qu'à partir du moment où il y a une troisième cause, on peut penser qu'elle est d'origine criminelle. Et donc, dans le cas de la défense de la vraie propriété privée légale et des droits de l'homme attachés à cette propriété privée, il est quand même surprenant qu'on soit toujours bloqué par cet argument franchement bidon de l'atteinte intolérable à la propriété privée, à la disproportionnalité, etc. de l'atteinte. Alors c'est pour cette raison que nous, on va revenir à la charte là-dessus, bien Oui, entendu. oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, il y a un blocage culturel. Bon, enfin, il y avait déjà un blocage sur la confiscation obligatoire. Bon, c'est passé Ah, quand même. mais moi, je Et trouve là, que oui. Non, non, mais c'est fantastique. Quand j'ai rencontré Monsieur Risoli et qu'on a discuté, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé en fait les actions que vous menez, toutes ces études, le projet, les projets, etc. Voilà, je pense que oui, revenir à la charge, c'est le bon terme, je suis d'accord, parce que pour autant, quand on regarde la Cour de cassation, elle est très claire là-dessus. La Cour de ah oui, cassation, elle ne pose pas de problème, non. mais malgré tout, lorsqu'on arrive à la phase jugement, on a des défenses qu'écoutent les juges et qui pour autant sont pour moi des défenses, comment dire, Et si c'est Fabrice trop doux. m'autorise une dernière remarque, Hmm. Vas-y, Jérôme, pardon. Hmm. en fin de compte, le contentieux de la confiscation, ça porte sur quoi? Sur la justification par une personne ou des personnes du droit de propriété privée, ce qui est un problème en droit, un problème de droit civil pur, puisque, et Hmm. d'ailleurs vous êtes souvent revenu à la charge là-dessus, viennent interfère dans ces procédures le tiers de bonne foi, etc., la justification de la libre disposition, etc., etc. Autrement dit, ne croyez-vous pas qu'il serait temps d'enfin de déboucher sur une confiscation civile de prévention, beaucoup moins traumatisante qu'une procédure pénale, et qui amènerait donc ces personnes à justifier devant le juge civil le droit de propriété privée qu'ils entendent opposer à la justice et à la société. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention qui revient sur la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Je voudrais rappeler à tous les amoureux des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme nous le sommes à Crimalt, que dans le cas de cette procédure, c'est très important, la personne ne risque pas la prison. Non, Donc justement. finalement, c'est énormément plus intéressant du point de vue, il me semble, des libertés fondamentales, entendu que la liberté, c'est quand même très, 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 très important. Puis tout ce qu'on rencontre en prison, c'est tellement traumatique, etc. Et que là, on touche quelque chose sur lequel la France ne veut pas trop se pencher, du point de vue du plaidoyer, des politiciens, alors même que, et vous l'avez dit, la présomption de blanchiment constitue une inversion de la Oui, charge de la preuve, qui a été votée dans l'indifférence la plus générale en 2015, alors que là, il m'aurait semblé normal que les avocats, les amoureux des libertés fondamentales disent, mais qu'est-ce que c'est que ce renversement de la charge de la preuve? Enfin, ils auraient pu le contester. Donc voilà. Cela dit, ça nous fera certainement l'occasion d'une autre masterclass, la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire, mais n'hésitez pas à répondre, André, sur cette confiscation civile. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, cette possibilité. Je me risquerai pas à commenter parce que elle me semble très technique et je suis bien évidemment preneur de la suite et de suivre, cette fois-ci en tant que participant, un exposé sur ce point-là. Juste pour la réponse, en fait, ce qui a changé par rapport à l'alinéa 6 et à l'alinéa 7, avec la loi de 2024, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la possibilité, alors pour les biens meubles hein, et les comptes bancaires, les comptes de dépôt, que les OPJ puissent, sur autorisation du magistrat, oui, saisir ces biens au préalable, parce que c'est clair qu'il y avait pour certains biens un risque de disparition imminent, évident. Donc ça a permis cette avancée-là. ouais, Après, c'est vrai que sur la proportionnalité, bien sûr que parfois on se dit, mince, là, ça aurait pu être confisqué.
ça aurait pu être confisqué. On avait tout ce qu'il fallait juridiquement, légalement, etc. Bon, il y a encore des, comment dire, on a encore des points d'évolution effectivement en la matière, et notamment en grande délinquance économique et en crime-orgue. Ouais. Nous avons privilégié les questions qui ont été posées sur le chat. Je rappelais aussi que si vous voulez poser une question, il nous reste quand même 5-10 minutes, vous pouvez lever la main sur votre appareil pour ceux qui savent faire, et sinon nous interpeller. Quand même, il y a des questions qui ont encore été posées sur le lien. Quelle est la nature du lien pour lequel on peut être poursuivi pour un délit de non-justification de ressources, lien avec une personne donc euh, lien avec une personne qui est poursuivie pour une infraction pénale de plus de 5 ans d'emprisonnement, 5 ans au moins, je crois. Euh, on nous pose la question, si la personne a des relations d'affaires, qui a des parts sociales à l'intérieur d'une SCI, etc., est-ce qu'on peut se dire, ah ben non, moi je ne savais pas que les autres propriétaires de la SCI sont des trafiquants de drogue, par exemple. Autre exemple qui nous a été demandé, on est membre d'une même association. N'y voyez aucune corrélation avec Crimalt, hein, n'est-ce pas? Mais la personne qui a posé la question, qui est spécialiste des gangs de motards et qui sont constitués D'accord. en association, est-ce que, il peut dire, ah ben non, moi, dans une association, je ne sais pas qui fait quoi, vous n'avez pas à me poursuivre pour délit de non-justification de ressources. Alors, en matière de SCI, c'est vrai que c'est quelque chose au départ qui nous faisait peur, qui faisait peur les praticiens parce que ben, derrière, on a un gérant d'une SCI, on a des associés, bon, etc. En fait, c'est très simple. En fait, la SCI, j'ai même envie de dire que c'est pour nous le cas le plus simple. Quand on a un bien immeuble qui est à la libre disposition du délinquant et de sa famille, en gros, c'est qui le propriétaire du bien immeuble? Bah, le propriétaire économique réel, c'est le délinquant, mais c'est surtout la SCI. Donc en fait, pour nous, on va démontrer, entre guillemets, la mauvaise foi de la SCI, qui se démontre très rapidement en disant, bah, la SCI n'est pas le propriétaire économique réel du bien, elle n'est qu'une façade. Le propriétaire économique réel du bien, c'est lui. Et il faut savoir que dans notre système, seul le gérant peut revendiquer un droit sur ce bien. Donc derrière, si on a des associés qui se manifestent et qui viennent dire, ben moi, je suis associé de cette SCI, je m'oppose, enfin, je fais appel de la décision de saisie ou de la décision de confiscation, ben, il ne pourra pas. Voilà. Donc, en gros, nous, on a ce fonctionnement-là. Après, sur les associations, alors concernant les associations, je connais moins le mécanisme, mais c'est pareil. Derrière, on va avoir un président d'association qui va donc représenter cette association qui, alors, est-ce qu'elle a la personnalité morale, etc. Bon, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais derrière, normalement, les biens qui sont utilisés à l'usage d'une association appartiennent à cette association. Et c'est le président qui le représente. De toute façon, alors je vous informe que le président est responsable civil et pénalement de ce qui se fait dans l'association. Bon, en gros, donc c'est très clair. Si Oui, demain Crimalt achetait des biens et qu'on les avait financés avec une activité légale, c'est sûr que le président est mis en cause. Mais bon, j'imagine que dans des associations, il y a beaucoup de monde. Faut établir quand même un lien factuel, enfin établi dans les faits. mm, Pour éventuellement arriver à une confiscation d'un bien d'un des membres de l'association parce qu'un autre ferait du trafic. Enfin voilà, il faut que l'argent soit aussi mm, dans l'association. Enfin, j'imagine qu'il y oui. a plein de... Voilà. Une petite question, en effet, le bien à Plumelin, je me suis Oui. laissé dire qu'il avait été attribué, d'ailleurs après une petite période où on n'arrivait pas à trouver. Vous connaissez l'association qui a repris? C'est une association d'aide au logement, mais vous savez son nom? Alors, je sais que on peut trouver le nom de cette association en source ouverte, justement, quand on tape sur Internet affectation sociale Plumelin dans le 56, on a en fait le nom de l'association qui s'est portée, comment dire, candidate pour reprendre le projet. Voilà, Ok, voilà. très Et bien. non, non, je me souviens pas du nom. Pas de souci. C'est, je sais plus comment ça, Ecoya ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà. D'accord. Habitat Humanisme était dessus, finalement c'était trop Hmm. éloigné et tout, c'est pas simple. Oui, tout à Euh, fait. Alors, c'est vrai que nous, on aimerait bien aussi, je sais que j'ai mes collègues de la Grâce
qui sont force de proposition hein, quand il y a également des réunions pour faire évoluer la matière. On demande, hein, on demande à ce que le dispositif d'affectation sociale soit plus simple. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'elle est assez Ouais. complexe. Et on est loin du modèle italien qui est admirable. Mais c'est vrai que déjà, pour nous, commencer par une simplification du processus, ce serait pas mal. Mm. On a eu une masterclass avec Amélie Dréan la semaine dernière là-dessus. D'accord. On a Mm. bien été au fond Oui, oui, sur tout les à fait, oui, oui, bien sûr. Oui, problématiques qu'il faudrait oui, simplifier. oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les confiscations? Je ne vois pas de main se lever. Je vous propose de respecter notre timing. 1 heure et demie en ligne, c'est fantastique. Surtout grâce à Monsieur Tarago, très pédagogique, très beau slide. Merci beaucoup. Merci. Nous les partagerons avec les participants, ainsi que l'enregistrement qu'on va mettre sur YouTube, etc. On fera un article. Et puis, je ne manquerai pas de vous inviter, Monsieur Tarago, quand on va faire quelque chose, effectivement, pourquoi pas, sur la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Où est-ce que ça existe? Dans quel pays? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est apprécié? Est-ce que c'est retoqué par les cours de cassation? Que sais-je encore? Voilà. Avec plaisir. Merci à tous. Merci Salut. beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Au Bonne revoir. continuation à tout le monde. Merci. Bonne Merci soirée. beaucoup. Alors, ouais. Attention, il y a le micro encore. Ne dis pas de bêtises. Ok, merci tout le monde pour votre participation. Merci.